Parfois, les histoires les plus effrayantes ne viennent pas des ombres ou des ruelles sombres, elles viennent de lieux qui devraient être sûrs. Centre commercial bondé, lumière vive, caméras surveillant chaque recoin. En 2022, l'une de ces caméras à Palawan a capturé quelque chose qui, au début, semblait ordinaire. Une jeune femme en chemise orange, portant un sac à dos noir, est entrée dans le centre commercial Robinson. Elle s'appelait Jovlyn Galeno, mais ce qui rend cette vidéo troublante, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est ce que nous ne voyons pas. Jovlyn est filmée par la caméra en train d'entrer, puis on ne la voit jamais ressortir. Pour de nombreux Philippins, cette affaire a particulièrement touché. Parce que pendant des années, il y avait des rumeurs, des légendes urbaines sur des centres commerciaux avec des sous-sols cachés, des passages secrets où de jeunes femmes sont enlevées et victimes de trafic. Tout commence le 5 août 2022 à Palawan. Une étudiante en criminologie, Jovlyn Galeno, âgée de 22 ans, termine son service au centre commercial Robinson à 18h30. Elle appelle sa sœur, Jocelyn, en sortant. C'est une conversation normale, rien d'étrange. Mais à 20h55, Jocelyn lui envoie un message à nouveau. « Où es-tu » Pas de réponse. À 22h27, Jocelyn essaie d'appeler. Le téléphone sonne mais personne ne répond. C'était la dernière fois que quelqu'un de la famille Galeno entendrait parler de Jovlyn. Au début, cela ressemble à une disparition classique. Peut-être qu'elle est restée tard avec des amis. Peut-être que son téléphone est déchargé. Mais sa famille soupçonne rapidement quelque chose de plus grave. En quelques jours, une récompense est proposée pour toute information sur la localisation de l'étudiante. Aussitôt, les soupçons visent un lieu, le centre commercial où elle travaillait. Parce que lorsque les enquêteurs ont examiné les images de vidéosurveillance, ils ont vu quelque chose de troublant. Des images montraient Jovlyn, en t-shirt orange et sac à dos, entrant au centre commercial vers 9h, mais aucune ne l'a montré en sortir. Tu connais la légende urbaine aux Philippines sur des centres commerciaux avec des sous-sols cachés où des femmes seraient victimes de trafic? Quand Jovlyn a disparu, tout le monde en parlait. Les rumeurs sur les centres commerciaux Robinson sont devenues folles. Les gens disaient qu'il y avait des trappes dans les cabines d'essayage qui engloutissaient carrément les femmes, les faisant tomber dans une sorte de repère souterrain. Certains affirmaient que le fils mutant secret du propriétaire du centre commercial, mi-homme, mi-serpent, vivait là-dessous, et que le R ondulant du logo était un indice. Certains affirmaient que les miroirs étaient des vitres sans teint, permettant à la créature d'observer et choisir sa victime. Les propriétaires du centre commercial ont nié catégoriquement, mais pour la famille de Jovlyn, ce n'était pas des mythes. Il s'agissait de la réalité, pure et dure. Leur fille s'était volatilisée, et Jovlyn n'est jamais ressortie. Alors, où était-elle? Au fil des semaines, l'attention s'est déplacée des mythes surnaturels vers un motif plus terrestre et peut-être plus plausible. Au 16 août, une nouvelle théorie prenait de l'ampleur en ligne. Des rumeurs disaient que la disparition de Jovlyn était liée à une relation avec un homme marié. La situation est devenue nettement plus complexe lorsqu'il a été révélé que l'homme était le mari de la propre responsable de Jovlyn, González. Ce lien a immédiatement propulsé González sous les projecteurs en tant que personne d'intérêt. Elle a nié avec véhémence toute implication dans la disparition, affirmant qu'elle n'était même pas au courant de la prétendue liaison et qu'elle ne nourrissait donc aucune rancune envers Jovlyn. Pour un public déjà captivé par de sombres conspirations, son démenti paraissait trop commode. Et pour beaucoup, cela n'a fait qu'accentuer leurs soupçons. Après la panique et les spéculations, les enquêteurs ont publié de nouvelles informations. Contrairement aux rumeurs, Jovlyn avait en fait quitté le centre commercial ce soir-là. Des images de vidéosurveillance sont apparues, montrant Jovlyn en train de sortir et de monter dans un multicab blanc vers 19h07 en direction du barangay Tagboros. Certains ont été rassurés, voyant là la preuve que Jovlyn était vivante en quittant le travail, mais les images ont aussi tout compliqué, car désormais l'attention s'est détournée des soi-disant sous-sols cachés du centre commercial pour se concentrer sur la ville elle-même. Entre le centre commercial Robinson et chez lui, Jovlyn a disparu. La famille a confirmé que la femme sur les images était bien Jovlyn. Ils l'ont reconnue immédiatement. Cependant, des doutes persistaient. Si elle était montée dans ce véhicule, l'étape suivante devenait évidente. Trouver le chauffeur, la police l'a retrouvé, mais ce qu'il leur a dit, c'est rien, il ne se souvenait pas d'elle. Il ne se souvenait de personne.
Il a expliqué qu'il prend des dizaines de passagers chaque jour, tous portant des masques. Les visages se confondaient. Rien ne lui avait semblé remarquable. La police l'a pressé, lui montrant la vidéo, lui rappelant l'heure, l'itinéraire, même le fait qu'il y avait 2 autres passagers masculins avec elle. Pourtant, le chauffeur niait ce souvenir. Et peut-être disait-il la vérité. Cette piste s'est refroidie presque instantanément. Et avec elle, la trace de Jovelyn semblait également disparaître. Mais ensuite, juste au moment où les enquêteurs semblaient être dans une impasse, un indice a surgi. Le 23 août, 18 jours après la disparition de Jovelyn, la police a reçu un appel. L'appelant n'était pas un inconnu, ni un informateur anonyme, c'était son propre cousin germain, Léobert Dasmariñas. Il affirmait aussi savoir où était le corps de Jovelyn. À 4 heures du matin, les autorités se sont discrètement rendues dans une zone appelée Pulang Lupa, à Barangay Santa Lourdes, à seulement 300 mètres de la maison de Jovelyn. Là, cachés dans les buissons, ils ont trouvé des restes squelettiques. À leur côté se trouvait un sac noir, un téléphone, des papiers d'identité et des effets personnels confirmés par la famille, comme ceux de Jovelyn. Mais presque immédiatement, des doutes sont apparus, car quelque chose ne collait pas. Jovelyn avait disparu depuis 3 semaines seulement, mais il ne restait déjà que des os. Les experts médico-légaux ont confirmé les soupçons de la famille. Dans des conditions normales, cela prend des mois, pas des semaines. Même sous la chaleur humide des Philippines, la nature ne fonctionne pas aussi vite, et personne à Pulang Lupa n'avait remarqué la puanteur de la décomposition, l'odeur qui aurait dû flotter lourdement dans la région. Pour sa famille, cela semblait anormal, trop propre, trop soudain. Lorsqu'ils ont été informés de la découverte, les objets étaient déjà scellés et emballés. Ils n'ont pas été appelés pour assister à la récupération, ils n'ont même pas eu la chance de voir les restes de leurs propres yeux. Cela les a laissés avec le soupçon que ce que la police avait trouvé ce matin-là n'était peut-être pas Jovelyn du tout. Pourtant, la version officielle a continué d'avancer. Un test acide désoxyribonucléique a été ordonné. La famille a attendu. Un habitant a signalé quelque chose d'encore plus étrange. Dans l'après-midi du 22 août, quelques heures seulement avant la découverte, un pick-up noir a été aperçu garé près du site. Plus tard dans la nuit, des enfants ont vu des personnes circulant dans la zone faisant clignoter des lampes stylo dans les buissons. Vérifiait-il la présence de quelque chose ou en cherchait-il? Et au centre de tout cela, la personne qui a conduit la police sur les lieux, Léobert Dasmariñas, commence à agir de façon suspecte. Peu après son signalement, Léobert a été accusé d'avoir poignardé son cousin Jovert Valdestamont. Interrogé, il a expliqué à la police qu'il avait été provoqué. Jovert, a-t-il dit, l'a accusé de ce qui est arrivé à Jovelyn. Léobert, furieux, a réagi violemment. Mais sous pression, son histoire a changé. Il a commencé à parler. Son récit à la police était plus sombre qu'on ne l'imaginait. Que la mort de Jovelyn n'était pas un accident, ni une disparition aléatoire. C'était prémédité. Et c'est la famille qui l'a exécuté. Selon Léobert, le plan était simple. Lui et son cousin Jovert Valdestamont connaissaient la routine de Jovelyn, qui rentrait toujours par le même chemin. L'idée était de l'attraper lorsqu'elle descendrait du multicab à Barangay Tagboros. Cette nuit-là, Léobert a dit qu'il la suivait, pendant que Jovert attendait plus loin sur la route, dans la direction où elle allait. Lorsque Jovelyn s'est approché, Léobert a donné le signal. Jovert a surgi. Elle s'est débattue. Bien sûr qu'elle l'a fait, mais il était plus fort. Il l'a tirée dans un coin d'herbe haute, la forçant à quitter la route, hors de vue. De loin, Léobert a dit qu'il regardait. Il a dit qu'elle tentait de se libérer en luttant contre son cousin, mais son corps a fini par s'affaiblir. Elle est devenue molle. C'est alors, a-t-il affirmé, que Jovert l'a déshabillée et l'a agressée. Léobert a insisté sur le fait qu'il ne l'avait jamais touchée. Il est resté en retrait, ne s'approchant que lorsque Jovert l'a appelé. À ce moment-là, a-t-il dit, il était déjà trop tard, elle ne bougeait plus. Elle était partie. Il a affirmé n'être qu'un guetteur, trop effrayé pour intervenir ou prévenir la police. Il a affirmé ne jamais l'avoir frappée. Pour la famille de Jovelyn, c'était un nouveau cauchemar. Parce que le récit de Léobert n'accusait pas seulement Jovert, il soulevait aussi la question de savoir dans quelle mesure tout cela était vrai. Même si la police avançait avec sa déclaration, la famille Galeno doutait de lui. Léobert cherchait-il simplement à rejeter la faute, à se protéger lui-même? Ou bien était-ce vraiment ce qui s'est passé dans les derniers instants de la vie de Jovelyn? Et puis, alors qu'ils essayaient à peine de digérer cela,
un nouveau rebondissement survenait, car quelques jours plus tard, le récit de Laubert changeait à nouveau. Après sa confession, le comportement de Laubert a troublé tout le monde. Les membres de sa famille l'ont décrit comme étant instable, parfois nerveux et renfermé, d'autres fois étrangement confiant en présence de la police. Par moments, il semblait effrayé, voire catatonique. Puis soudainement, en présence des agents, il devenait bavard, presque enthousiaste. Et bientôt, l'explication s'est révélée d'elle-même. Quelques jours après avoir dit qu'il n'était qu'un guetteur, Laubert a reconnu bien pire. En fait, il avait participé à la tentative et au meurtre de sa cousine Jovelyn. La nouvelle a dévasté sa famille. Jusqu'à ce moment-là, il ne croyait pas qu'il était capable d'une telle brutalité. Maintenant, confrontés à ces paroles, ils ont été forcés d'accepter la possibilité que les liens du sang n'avaient pas protégé Jovelyn. Ils l'avaient condamné. La police l'a arrêté. Mais même à ce moment-là, l'affaire était loin d'être solide. Parce qu'avec Laubert sont venues des contradictions. La famille Galeno a souligné des incohérences flagrantes. Les restes, la chronologie. Ils ont douté que les ossements de Pulang-Lupa soient ceux de Jovelyn et se sont interrogés sur la véracité du récit changeant de Laubert, ou s'il disait ce que la police voulait entendre. Puis, une autre couche. Laubert a accusé les enquêteurs eux-mêmes de corruption. Il a affirmé que les policiers l'avaient forcé à avouer, allant même jusqu'à le torturer. Il a dit qu'on lui avait offert de l'argent pour prendre la responsabilité. La police, bien sûr, a nié les accusations de torture et de corruption portées par Laubert. Ils ont maintenu leur enquête et, finalement, il est revenu entièrement sur ses aveux. En quelques jours, il était passé d'informateur à témoin, puis participant, avant de se proclamer bouc émissaire. Chaque version contredisait la précédente, rendant la vérité sur ce qui était arrivé à Jovelyn toujours plus incertaine. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivaient leur propre enquête contre Laubert et Jauvert. À la fin du mois d'août, l'affaire était devenue une tempête de contradictions. Le 30 août, la police a annoncé les résultats de ses analyses acides désoxyribonucléiques. Les restes squelettiques retrouvés à Pulang-Lupa, ont-ils déclaré, appartenaient à Jovelyn Galeno. Presque immédiatement, ils ont déposé des plaintes contre Léobert Dasmariñas et Jauvert Valdestamon, les accusant d'agression et d'homicide. Sur le papier, l'affaire semblait résolue. Mais pour la famille de Jovelyn, rien ne semblait correct. Ils ont remis en cause les résultats acides désoxyribonucléiques, affirmant que les os ne pouvaient être ceux de leur fille, et ont encore évoqué la décomposition. 3 semaines, c'était trop court. Ils ont mentionné l'absence d'odeur, des os d'animaux dans la zone et d'étranges témoignages sur des véhicules et lampes torches la veille de la découverte. Ils ont accusé la police de mauvaise gestion, d'avoir scellé des objets avant que la famille ne les voie et de retenir des informations jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pour la famille Galeno, les restes n'étaient pas des preuves, mais un point d'interrogation. Alors, pendant que la police portait plainte, la famille s'est tournée ailleurs. Ils avaient discrètement contacté le Bureau national d'investigation. Ils voulaient qu'un organisme indépendant intervienne, vérifie les preuves et dépasse ce qu'ils considéraient comme des couches d'incompétence et de corruption possibles. Le 27 août, une équipe du Bureau national d'investigation était arrivée à Palawan. En moins d'une journée, ils ont bouclé Pulang-Lupa, fouillant le site à la recherche de preuves qui auraient pu être manquées ou peut-être ignorées. Eux aussi ont annoncé vouloir réaliser leurs propres tests acides désoxyribonucléiques distincts de ceux de la police. Dans une déclaration énigmatique, le bureau a précisé qu'on ne leur a présenté que la colonne vertébrale et la cage thoracique lors de l'examen des restes. En ligne, l'affaire est devenue une tempête. Certains ont affirmé que les restes n'étaient pas les siens et que la police avait simulé leur découverte pour clore l'affaire. D'autres sont allés plus loin, accusant les enquêteurs eux-mêmes de complicité, même si personne n'a jamais pu se mettre d'accord sur le mobile. Certains ont désigné les professeurs de Jovelyn, d'autres des figures mystérieuses inconnues. Internet a divisé l'affaire en de nombreuses théories, toutes plus troublantes les unes que les autres. Et au centre de tout cela, la famille Galeno est restée ferme. La vérité était toujours là, quelque part. Mais pendant que le public spéculait, les cousins au cœur de l'affaire, Laubert et Jauvert, racontaient 2 histoires très différentes. L'histoire de Laubert était instable, de témoin à participant, puis bouc émissaire. Mais à travers tout cela, un détail est resté constant. Il a accusé Jauvert Valdestamon d'être le véritable cerveau derrière l'enlèvement et la mort de Jovelyn. Mais Jauvert a tout nié.
Il a dit aux enquêteurs que la nuit où Jovelyn a disparu, il ne rôdait pas dans les rues de Tagboros. Il travaillait sur un chantier, soutenu par son contremaître et ses collègues qui ont confirmé sa présence. C'était, selon lui, un alibi solide, et il avait une autre explication pour le conflit entre eux. D'après Jovert, lui et Laubert s'étaient disputés au téléphone la veille de la découverte. Jovert l'avait accusé de ne rien faire pour aider la famille, de rester silencieux alors que leur cousine avait disparu. La dispute s'est envenimée, des mots ont été échangés et peu après, Laubert l'a accusé de meurtre. Pour Javert, ce n'était pas un aveu, c'était une vengeance. Qui mentait? Qui disait la vérité? Et si les restes étaient vraiment ceux de Jovelyn, qui les avait mis là? Le 15 septembre 2022, le Bureau national d'investigation a annoncé la nouvelle que la famille Galeno redoutait. Leur analyse acide désoxyribonucléique indépendante était terminée. Les restes squelettiques retrouvés à Poulangloupa étaient ceux de Jovelyn. Pour la police, c'était une justification, la preuve que leur enquête avait été sur la bonne voie depuis le début. L'affaire, à leurs yeux, était close sur le plan médico-légal. Laubert Dasmariñas et Jovert Valdestamón ont été officiellement inculpés. Cependant, l'affaire contre eux n'est pas jugée concluante. C'est parce que toute l'histoire de l'enlèvement et du meurtre de Jovelyn reposait sur une seule source instable, l'aveu de Léobert Dasmariñas, et le mobile restait flou. Le 14 septembre, cet aveu a été mis à l'épreuve. Laubert s'est rendu au NBI pour un test au détecteur de mensonges. Il avait peur et a demandé que les médias soient bien tenus à l'écart. Son père était confus et remettait en question la validité de la déclaration que son fils avait signée sous la garde de la police, sans la présence de sa famille ni de son propre avocat. La famille Galeno était aussi là, dans un douloureux état de limbo. Lorsqu'on a interrogé la mère de Jovelyn, Jalin, au sujet des résultats acides désoxyribonucléiques de la police, elle a simplement répondu « Je ne ressens rien ». Elle gardait espoir, disant aux journalistes ignorer si sa fille était vivante ou morte. Les résultats des tests au détecteur de mensonges ont finalement été publiés. Selon la police, Laubert montrait des signes de tromperie, mais pas Jovert. Puis, le 24 novembre 2022, toute l'affaire s'est tout simplement effondrée. Le bureau du procureur a abandonné toutes les charges. Tout simplement, le procureur a déclaré que les preuves recueillies par la police et le NBI n'avaient absolument pas réussi à établir un motif raisonnable. La raison? Les aveux de Laubert, le cœur même de l'accusation, ont été obtenus sous la contrainte. Et sans cela, il ne restait plus rien. Aucun témoin, aucun acide désoxyribonucléique reliant les hommes. Les restes squelettiques ne prouvaient pas d'agression sexuelle, et les vêtements ne montraient aucun acide désoxyribonucléique étranger. La preuve corroborante a été obtenue par une confession sans assistance juridique, et était donc entachée. Le procureur a même refusé une demande de datation au carbone 14 des os, la considérant comme une tactique de la défense, tout en validant les tests acides désoxyribonucléiques qui confirmaient que les restes étaient ceux de Jovelyn. Tout simplement, les deux seuls suspects jamais identifiés étaient libres. L'affaire n'était pas seulement classée. Elle a été rejetée. Alors, où cela nous laisse-t-il? L'acide désoxyribonucléique indique que les os étaient ceux de Jovelyn. La loi dit que personne ne peut être tenu responsable. La police affirme que l'affaire est résolue. Et la vérité, toujours absente. En juillet 2025, des rumeurs continuèrent de circuler en ligne. Certains affirment même que Jovelyn est toujours en vie. Mais le fait demeure, elle n'est jamais rentrée chez elle.